bonsoir. La pandémie du coronavirus, nous en parlons toujours. Ce soir, nous tablons sur les conséquences psychologiques et économiques de la crise sur le Togolais et le Togo. Pour nous en parler ce soir, nous avons sur ce plateau Maouli Kouchoro, agrégé d'économie, premier vice-doyen de la FASEG à l'université de Lomé. Professeur Kouchoro, bonsoir. Bonsoir, Anita. Nous avons également Dr Kaka Kalina, il est psychologue, clinicien, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Dr Kalina, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Et nous avons également Dr Sukuna Dadjo. Il est médecin inspecteur du travail à la Direction générale du travail. Dr Dadjo, bonsoir. Bonsoir, Anita. Alors, chers invités, depuis plusieurs semaines déjà, disons que la courbe de contamination à la maladie ne fait qu'accroître ces derniers jours. On prend l'exemple d'hier seulement, nous avons eu 22 cas. Avant, il y avait 19 cas. Et disons qu'on est toujours dans la fourchette de, disons, 10, 15, 20, 22. Alors, docteur Kalina, je vous pose la première question. Vous, en tant que, on va dire spécialiste de la santé, mais psychologue, quelle lecture faites-vous de ces chiffres que nous avons depuis plusieurs semaines? Alors merci. C'est vrai que, tel que vous venez de le présenter, les chiffres montrent que l'épidémie n'est pas encore sous contrôle total. Voilà, donc, nous assistons, je ne sais pas s'il faut parler d'une montée en puissance, mais le constat, c'est que les chiffres nous interpellent et témoignent d'une situation qui n'est pas franchement sous maîtrise. Docteur Dadjo, vous, votre lecture de la situation? Oui, merci Anita. Je voudrais peut-être faire remarquer que vers la fin du mois de mai et de juin, début juin, nous avons observé quand même une stabilisation des chiffres, avec peut-être un pic de 20-22 à la fin du mois de mai, et puis 24-27 au début juin. Mais dans cette période, on avait une stabilisation de la courbe des chiffres. Mais à partir de juillet à maintenant, nous observons vraiment une montée en puissance de la maladie, avec des chiffres qui vont au-delà de 106 cas par semaine, alors que auparavant on observait moins de 70 par semaine. Et le nombre de décès à voir pour les 2 derniers mois, nous avons 12 décès, alors que sur le total des 6 mois que nous avons traversés, nous avons 27. Donc pratiquement sur 2 mois, comparé à 4 mois qui ont précédé ces 2 mois, nous avons pratiquement le même chiffre de décès pour ces 2 parties. Vraiment, je crois qu'il faudra quand même qu'on mettre encore du doigt là où il faut actionner pour que ça puisse marcher comme au début de la pandémie. D'accord. Alors, professeur Kouchoro, est-ce que ces chiffres, selon vous, ces chiffres vous alarment-ils ou... Bien entendu, je remercie d'abord tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Et je partage l'avis de mes autres collègues par rapport à la tendance de l'évolution de cette pandémie au Togo. On peut observer donc 2 périodes. Une période où on a pu contrôler un tout petit peu l'évolution de la maladie, vu que la pente traduisant l'évolution est relativement faible que ce que nous connaissons il y a de cela quelques semaines. Et bien que l'évolution est en dents de scie, la tendance globale montre une évolution haussière avec une pente relativement plus élevée que ce que nous avions connu il y a de cela quelques mois. Et donc cela devient alarmant. Cela donc nous interpelle à chercher à comprendre les raisons fondamentales qui expliquent cette évolution très rapide de la pandémie, de l'évolution, et enfin d'éviter que cela ne soit plus sous contrôle du corps médical. Parce que si on n'arrive pas à contrôler rapidement et que le corps médical est débordé, et on risque de se retrouver dans une situation ingérable qui peut-être amener les autorités gouvernementales à
prendre des mesures qui seront de nature à ne pas nous permettre d'avoir une vie convenable. D'accord. Alors, docteur Dadjo, professeur Kouchoro a justement mis le doigt dessus, mais c'est vrai qu'on assiste à une situation, on va dire, quelque peu alarmante, même s'il ne faut pas s'alarmer. Alors, qu'est-ce qui justifie la situation? Alors, la montée de ces chiffres se justifie à plusieurs niveaux. Premièrement, ces chiffres que nous avons commencé par avoir en hausse sont dus d'abord au déconfinement dans les pays voisins qui ont fait revenir un certain nombre de compatriotes mais qui n'ont pas observé les mesures qu'ils sont venus trouver ici au Togo. Donc ils sont rentrés dans la communauté et certains donc, qui étaient malades ont pu contaminer les autres. La deuxième chose, c'est l'organisation depuis un certain moment d'événements religieux ou traditionnels qui ont fait que le Togolais lambda a dû oublier, a dû se dire que la maladie, la pandémie est derrière nous et n'a pas respecté les mesures barrières qui sont édictées par le gouvernement. Donc, c'est ces différents événements qui ont concouru à ce qu'on ait des chiffres en hausse depuis ce mois d'août et le mois de juillet. Alors, docteur Kalina, est-ce que vous avez, enfin, selon vous, il y aurait d'autres causes qui expliquent cette hausse-là? Oui, je pense qu'il a dit l'essentiel. Alors, je voudrais insister sur le fait que, au niveau individuel, on observe un certain relâchement chez de nombreuses personnes et par rapport à l'observance stricte des mesures qui sont prescrites dans le cadre de la riposte à cette pandémie. Voilà, donc je pense que, comme l'a dit le professeur Kouchero, c'est le moment de nous ressaisir et d'interpeller chacun d'entre nous afin que nous puissions redoubler de vigilance et faire en sorte que la chaîne de contamination soit cassée le plus tôt possible pour que nous puissions éviter le pire. Voilà, donc c'est ça. Mais docteur, est-ce que, selon vous, les mesures qui ont été dictées par le gouvernement sont disons, on va dire, efficaces? Parce que si on voit ce qui se passe aujourd'hui et que peut-être les gens ne respectent pas et tout, bon, la question d'abord, c'est de savoir, est-ce que ces mesures sont efficaces? Alors, donc, les mesures que le gouvernement a prises, je pense qu'elles ne sont pas spécifiques au Togo. Il y a des recommandations d'ordre général qui sont édictées et par rapport au contexte spécifique du Togo, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Donc, ces mesures, alors, peut-être elles peuvent être appréciées de deux façons. Par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui, cela peut amener certaines personnes à penser qu'elles ne sont pas efficaces. Mais en réalité, tout ce qui est pris comme mesure, c'est ce qui est raisonnable dans un pays où nous avons affaire à des humains. Alors donc, mon point de vue, c'est que je ne dirais pas que les mesures ne sont pas efficaces, mais c'est que la situation est difficile pour tout le monde. Vous voyez déjà, les modes de transmission de cette affection sont tels que ce n'est pas aussi évident de pouvoir tout maîtriser. Et lorsque nous avons affaire à des individus, à des personnes, et surtout que l'appropriation de ces mesures demande, disons, un changement de nos habitudes, un changement de notre mode de vie, ça prend du temps. Et parfois, il y a des moments de relâchement. Vous voyez, donc voilà pourquoi nous continuons toujours à attirer l'attention des uns des autres, nous continuons toujours à sensibiliser pour que les gens n'aient pas l'impression que la pandémie est derrière nous. Voilà, donc la situation montre à suffisance que le virus continue à circuler dans nos communautés et que chacun à son niveau et collectivement nous devons faire tout l'effort nécessaire pour pouvoir arrêter la chaîne de contamination. D'accord. Ouais. Alors, professeur Kouchero, est-ce que, bon, on va dire, est-ce que vous rejoignez un peu, docteur Kalina, les mesures édictées par le gouvernement sont-elles suffisantes?
comme il a dit, c'est des mesures à l'international que chaque pays a adoptées. En revenant un peu sur les raisons qui peuvent expliquer également la propagation rapide de la maladie, je peux compléter en disant qu'il y a aussi une relation, je dis qu'il y a une causalité bidirectionnelle entre la santé et l'économie. Et donc, en cherchant à reprendre les activités économiques, ça a entraîné des contacts ou bien des activités qui amènent les gens à se regrouper ensemble. Et donc, en ne respectant pas les mesures imposées par le gouvernement et autres, et donc ça a dû aussi contribuer, en plus des raisons évoquées, à l'augmentation de la propagation de la maladie. Concernant l'efficacité de ces mesures, je dirais qu'au départ, bien avant qu'on ne connaisse cette flambée, ces mesures ont fait leur preuve, ont donné les preuves, et donc je crois que le Togo n'a fait que répliquer ce qui a été recommandé sur le plan international. Mais il peut arriver que cela ait certaines limites, dans la mesure où si on veut raisonner dans un cadre institutionnel, en disant que chaque société a sa forme institutionnelle informelle, tout ce qui peut réussir par exemple aux États-Unis, en Europe, peut ne pas avoir nécessairement avoir la même efficacité. Et même en prenant le cas du simple Togo, nous avons des différentes communes qui ont le cadre institutionnel informel qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc ce qui peut expliquer que ce qui peut réussir à Lomé peut ne pas réussir à Dapao ou ailleurs. Et donc il faut aussi, en plus de ce qui a été proposé à l'international, réfléchir sur des mesures qui doivent être adaptées à chaque localité. Et c'est ce qui amène un peu à dire que, au-delà des mesures gouvernementales prises, les communes doivent servir de relais. C'est-à-dire, c'est les communes qui connaissent la réalité de leur milieu. C'est elles qui connaissent quelles sont les caractéristiques de leur population et quel doit être le contenu des messages à transmettre à ces populations-là. Au-delà de la communication globale du gouvernement, chaque commune doit pouvoir traiter l'information en tenant compte des caractéristiques de son milieu et aussi le support de communication. Parce que si généralement le gouvernement utilise les médias publics et d'autres canaux, ces canaux-là ne sont pas nécessairement accessibles à toute la population sur certaines localités. Donc, il revient aux communes de savoir quel est le meilleur canal permettant d'atteindre leur population et quel doit être le meilleur contenu de la communication, de la sensibilisation permettant donc de toucher ces localités. Et donc je pense qu'au-delà des mesures prises par le gouvernement, les communes ont un rôle à jouer en termes de relais des efforts du gouvernement à cet effet. Au niveau local. D'accord. Alors, docteur Dadio, c'est vrai qu'on a évoqué aussi dans les causes ce relâchement-là du respect des mesures édictées par le gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il serait bien quand même qu'on arrive à une sorte de répression qui est, que quand quelqu'un ne respecte pas une mesure, bon, on ne va pas faire le gendarme quand même, mais bon, s'il va falloir sévir un peu pour que on revienne à ce respect scrupuleux des mesures barrières. Alors, merci Anita. Sévir, le mot... Entre griffes. Entre griffes, d'accord. Sévir, entre griffes, mais pas vraiment avec l'énergie qu'il faut, comme le mot le dit. Je crois que nous devons continuer dans la sensibilisation. Et vous savez, l'être humain, pour le changement, il y a habituellement le point où il comprend que ce que vous me dites, j'ai un intérêt dedans, avant qu'il ne prenne la leçon, comme on le dit. Voilà, qu'il n'adhère donc à votre méthode. Donc il faudrait quand même qu'on continue cette sensibilisation, en sachant que c'est quand même difficile. Et je voudrais rejoindre les prédécesseurs en disant que les communes doivent pouvoir faire appliquer les grandes lignes que le gouvernement a données pour qu'on puisse aller donc vers une maîtrise de ces chiffres. Voilà. Donc, la répression, oui, mais il faut quand même qu'on commence une sensibilisation et aller jusqu'au bout avant de se dire que ça ne marche pas et que donc la FOSAP puisse agir comme elle peut.
Docteur Kalina, il ne faut pas sévir. Alors, comme il vient de le dire, je pense que la priorité doit être donnée à la sensibilisation. Vous voyez, nous devons communiquer abondamment, nous devons faire preuve de pédagogie. Et comme l'avait dit le professeur Couchero, je pense que au niveau, il y a ce qui se fait au niveau national, il y a ce qui doit se faire au niveau local. Et par rapport aux réalités de chaque localité, s'il y a des actions de proximité, je pense que le message va être vraiment relayé parce que il a souligné à juste titre, vous voyez, la situation me semble beaucoup plus criarde à l'intérieur du pays lorsqu'on essaie d'analyser le nombre de personnes qui observent scrupuleusement les mesures barrières. Voilà, à l'intérieur du pays, vraiment, dans certaines localités, par exemple, le port du masque peut-être bon, enfin, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi on porte les masques. Voilà, donc, c'est comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Or, ça fait déjà plusieurs mois que nous martelons ce message qui consiste à dire à tout le monde de porter systématiquement le masque. Vous voyez que déjà, il y a un problème. Voilà, donc, quand on voit l'évolution de cette affection, je pense qu'un effort doit être sérieusement fait au niveau des localités, de façon, ce qu'on appelle souvent approche de proximité, pour que les choses marchent. Donc la répression, lorsqu'il s'agit d'un changement de comportement, souvent c'est... Généralement, ce n'est pas aussi, ce n'est pas très efficace, à part le fait de créer encore du stress, de l'anxiété au sein de la population. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on ne doit pas être rigoureux dans le contrôle de ce qui est dicté. Donc la rigueur et la répression, je pense qu'il doit y avoir quand même un fossé. Donc on doit faire preuve de rigueur, mais surtout on doit communiquer de façon appropriée. Nous devons faire preuve de pédagogie dans tout ce qui se fait pour que les gens, ceux qui hésitent, ou bien ceux qui oublient vite, soient de temps en temps rappelés à l'ordre pour que ça puisse marcher. Tout en sachant que, bon, comme nous parlons des humains, ce n'est pas évident que tout le monde, vous voyez, adhère au même moment et de façon absolue à ce qui se fait. Mais l'effort doit être fait dans le temps. Voilà, nous allons poursuivre l'effort. Tout le monde va poursuivre l'effort. D'accord. Alors, professeur Couchero, bon, moi, enfin, quand je parle de sévir anti-griffe, je fais souvent allusion ou je donne l'exemple du port de masque qui a été rendu obligatoire, que les Togolais ont tardé à mettre en application et qui est rentré dans nos habitudes par le fait qu'il y a eu répression entre griffes derrière. Bon, donc je me dis, et si le cache-nez également est toujours mis sous le menton et tout ça, et que d'autres même oublient de le porter, est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à ce stade-là? Oui, je pense qu'il ne faut pas toujours, si la responsabilité revient à la population dans la prise de conscience de ces mesures, il ne faut pas aussi toujours penser que c'est la population qui a tort. Peut-être que c'est nous qui ne communiquons pas aussi bien. L'autre aspect du problème, on peut prendre le problème théoriquement, dans le sens où les mesures barrières qui ont été adoptées, le port de masque, etc., tout cela peut être conçu d'un point de vue théorique comme de l'innovation sociale. Et toute innovation sociale n'a de sens que si elle est adoptée. Et donc, si elle n'est pas adoptée, il faut donc comprendre pourquoi. Et généralement, en termes d'adoption de l'innovation sociale, on dit que ça suit une courbe ayant la forme de S, où nous avons les adopteurs précoces, jusqu'à ce que nous ayons les retardataires et ceux qui n'adoptent du tout pas. Et donc, il faut comprendre à peu près pourquoi il y a des gens qui l'adoptent de façon précoce et que certains le font de façon tardive et que d'autres ne le font du tout pas. Et donc, je pense que on ne peut pas évoluer de façon aveugle, à mon avis. Le médecin, pour traiter le mal, doit essayer de faire des analyses pour savoir exactement de quoi on souffre. Je pense qu'à l'étape où nous sommes,
l'État ne doit pas avancer parfois de manière aveugle, mais en ayant une référence. C'est-à-dire, nous avons des compétences en matière des enquêtes d'opinion, que nos directions, nous avons une direction des statistiques qui peut nous fournir des informations sur ce pourquoi, qu'est-ce qui explique le fait que certains l'adoptent ou ne l'adoptent pas. Est-ce que parce qu'ils n'ont pas les informations qu'il faut? Est-ce que, enfin, certains principes d'ordre culturel ne le permettent pas? Et donc je pense que c'est à travers des enquêtes qu'on peut comprendre la raison d'être. Sinon, on aura beau réprimer ou adopter des mesures de répression et autres là, une fois qu'on ne comprend pas exactement le mal dont on souffre, on n'aura pas la solution appropriée. Donc je pense, à mon avis, que le gouvernement doit se faire aider par des enquêtes. Nous avons les compétences sur place et on peut le réaliser en un temps de record pour qu'on puisse disposer des informations pour une meilleure prise de décision. D'accord. Alors, professeur Couchot, je reste avec vous parce que, bon, dès l'entame de l'émission, on a expliqué qu'aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'impact de la situation que nous vivons aujourd'hui. Et vous, en tant que, disons, spécialiste agrégé d'économie, alors dites-nous, quelles sont les répercussions de la crise que nous vivons aujourd'hui sur l'économie du Togo? D'abord, parce que je vais citer quelqu'un qui dit peut-être que nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Ce qui veut dire que nous sommes dépendants du reste du monde. Et tous les pays du monde sont dépendants des autres. Et donc parce que les autres ont des problèmes, et du coup nous avons des problèmes. Je vais peut-être aller de façon succincte en disant que parce que le Togo entretient des relations commerciales avec la Chine, et qu'il y a des difficultés en termes de production au niveau de la Chine ou de consommation, tout ce que le Togo entretient en termes de relations avec ces autres pays-là, c'est au ralentissement. Ça, c'est ralenti. Et donc, tout ce que cela génère comme revenu pour l'État togolais et pour les citoyens togolais, c'est au ralenti. Je prends un exemple, tout ce qui peut constituer comme recette douanière, recette fiscale pour l'État togolais est au ralenti à cause de cette pandémie. Et donc l'État se trouve être réduit dans sa capacité à répondre aux demandes sociales. L'État n'ayant pas suffisamment de ces moyens-là, et donc il aura des difficultés à y répondre. Ensuite, nous avons au niveau des entreprises. Ces entreprises qui aussi ont des relations commerciales avec le reste du monde ont vu leurs activités au ralenti et donc n'ont plus les recettes nécessaires pouvant créer de la richesse. Et donc ces entreprises aussi paient des impôts, donc il y a une réduction de la matière imposable pour l'État. Vous voyez comment les recettes de l'État sont en baisse. Et l'entreprise aussi n'ayant pas, étant face à une incertitude par rapport à l'avenir, ne va pas recruter suffisamment et donc il y a un problème au niveau de l'emploi. Et donc il y a moins d'emplois, moins de revenus pour les citoyens et donc ce qu'on doit consommer au niveau des entreprises est également en baisse. Et donc vous voyez le choc est à la fois au niveau de la demande et au niveau de l'offre. Et donc au niveau de l'État, l'État a des problèmes. Les entreprises également ont des problèmes. Les citoyens également ont des difficultés. Et donc ça devient une situation très complexe, difficile. On ne peut pas dire que c'est un seul secteur qui est touché, mais à tous les niveaux, des ménages, des entreprises et au niveau de l'État. D'accord. Alors, et professeur, là, nous sommes, disons, aujourd'hui, le 21 août, et on voit un peu comment la situation se présente au niveau de l'économie. Mais dites-nous, est-ce que, vu qu'on nous a dit que, bon, la maladie ne va pas finir du jour au lendemain, ce n'est pas demain que cette maladie disparaîtra, est-ce que la situation va aller en se dégradant encore sur le plan économique? Ça dépend des options. En fait, d'abord, en partant de l'hypothèse qu'il y aura la maîtrise de la situation, il est attendu que l'année prochaine, il y aura une reprise. Mais cette reprise-là ne serait pas au même niveau que ce qui était prévu avant
le déclenchement de la crise. Donc ce qui veut dire que même si il y a la maîtrise de la situation actuelle d'un point de vue de la santé, les effets vont être ressentis sur plusieurs années avant qu'on atteigne le niveau normal. Bon, maintenant, si nous n'arrivons pas, déjà on annonce la récession, elle est déjà là, les chiffres l'ont montré, et maintenant si la situation n'évolue pas et que la tendance est à une situation où on n'arrive pas à la maîtriser, alors il faut s'attendre au pire à l'avenir. D'accord. Et maintenant, c'est vrai qu'on s'attend à la suite, mais s'il faudra peut-être relancer l'économie, s'il faut relancer les activités malgré ce que nous vivons aujourd'hui. Alors comment commencer? Qu'est-ce qu'il faudra mettre en place pour relancer l'économie togolaise? Je pense que nous n'avons d'autre choix que de reprendre. L'autre option n'est pas faisable, enfin n'est pas conseillée. Et je disais tantôt qu'il y a une causalité dans les deux sens, entre la santé et l'économie, et ensuite l'économie vers la santé. Parce qu'il y a cette pandémie, l'économie est touchée. À un moment donné, on a ralenti, et cela a entraîné le ralentissement de l'économie, et donc on a voulu reprendre, et du coup, ça revient sur le côté de la santé. L'autre chose, c'est que si on ne fait pas ralentir, et si l'économie est trop ralentie, les ménages seront fortement touchés. Et donc, d'un point de vue de santé, si vous ne consommez pas bien, vous ne mangez pas bien, ça réduit votre capacité naturelle à résister contre la maladie. Et donc, ça porterait préjudice également à la maîtrise, au contrôle de la situation. Et donc, ce qui est primordial, à mon avis, c'est le système de santé qu'il faut renforcer. C'est le système de santé parce que ça constitue ce que nous appelons le capital humain, dont la composante principale est la santé et l'éducation. Et donc nous tous connaissons donc notre système de santé qui n'est pas à la hauteur de ce que nous connaissons aujourd'hui pour faire face réellement à la pandémie. Et donc, même si on prévoit qu'il y aura la maîtrise de la situation, il faut nécessairement investir suffisamment dans le système de la santé pour aider à ce que l'on puisse vraiment maîtriser rapidement cette situation. Et c'est en maîtrisant cette situation que ça va ouvrir davantage la voie à ce que l'économie reprenne. Et donc, nous avons à investir suffisamment dans le système de la santé. Nous devons également ne pas négliger l'éducation, la formation, parce que nos jeunes, nos systèmes de santé, nos systèmes de l'éducation n'a pas été suffisamment formés pour résister ou pour faire face à cette crise-là. Et donc ça pose un problème de l'employabilité, particulièrement au niveau des jeunes qui sont les plus touchés par cette pandémie. Et donc il faut, pour les jeunes qui sont en formation actuelle, faire en sorte que les compétences soient formées pour faire face à des crises de ce genre à l'avenir. Il faut également, pour ceux qui sont déjà en activité, essayer de les reformer à travers des formations continues, de sorte à ce qu'ils puissent s'adapter à la réalité et puissent être flexibles pour chercher d'autres opportunités en termes d'employabilité. Et au-delà, le gouvernement a la responsabilité de soutenir les entreprises. Parce que si on ne les soutient pas, c'est tout le monde qui paie, et le gouvernement et les citoyens. Parce que si les entreprises n'existaient plus, on n'aura plus de matière imposable, on n'aura plus de l'emploi, on n'aura donc plus de revenus, on n'aura plus rien du tout. Le gouvernement a la responsabilité d'accompagner les entreprises d'un point de vue fiscal, parce qu'en ce moment-là, on n'a pas besoin, il a déjà commencé d'ailleurs, et on s'en félicite, trop d'impôts, ça tue l'impôt, comme on le dit. Et donc, on n'a pas besoin en ce temps-ci de mettre trop de pression sur les entreprises au point de les tuer, et donc cela porterait préjudice à l'avenir. La crise étant beaucoup plus, le choc étant beaucoup plus asymétrique, les mesures à prendre doivent être beaucoup plus budgétaires et moindre monétaires. Et donc l'État doit intervenir à tous les niveaux, appuyer d'un point de vue social ceux qui sont les faibles couches, les couches à faible revenu, les assister peut-être à travers des mesures de protection sociale pour pouvoir les aider jusqu'à ce qu'on ait une certaine reprise. Et donc les interventions de l'État
doivent être à tous les niveaux pour pouvoir maîtriser cette situation jusqu'à la prochaine sortie de la pandémie. Et professeur, avant de vous laisser souffler, la réouverture des frontières aériennes est également une autre manière de relancer l'économie. Si, bien sûr, parce que beaucoup de nos relations commerciales se font à travers les aéroports. Il est vrai que les recherches que nous avons menées ont permis de nous montrer que la pandémie a beaucoup plus évolué dans certains pays, dans les pays ayant une connectivité aérienne très élevée. Et donc, plus vous avez une connectivité aérienne très élevée, plus vous êtes exposé au risque d'avoir un développement de la pandémie dans votre pays. Et donc l'État a mis en place des mesures que je pense efficaces, qui consistent donc à tester les gens à l'arrivée comme au départ, histoire donc d'éviter à ce que l'ouverture de l'aéroport porte préjudice à la maîtrise de la situation. Et donc ça va nous aider, surtout au niveau des acteurs, les hommes d'affaires, les acteurs économiques, les entreprises qui font leurs exportations, ça va les aider à pouvoir exporter, et ceux qui font les importations, qui entrent en termes de matières premières dans la production des biens, ça va également les aider. Mais cela demande beaucoup de prudence pour éviter que cela soit une source d'autres contaminations dans le pays. D'accord. Merci beaucoup, professeur Couchoro. Nous parlons des conséquences de la crise sanitaire. Nous avons vu les conséquences économiques et tout ce que cela comporte. Mais également, il y a d'autres, disons, un autre impact, d'autres conséquences qu'on pourrait relever. Les répercussions, disons, psychologiques de la situation. Alors, docteur Kalina, depuis le début de cette pandémie jusqu'à aujourd'hui, comment va le Togolais? Comment se porte le Togolais psychologiquement? Alors, votre question m'amène à répondre de façon chronologique. Voilà ce que je voudrais dire. Alors, comment va le Togolais? Je préfère comment vont les Togolais, parce que il n'y a pas un prototype de Togolais en termes de fonctionnement psychologique. Alors, donc, c'est pour dire qu'au début, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de réactions de peur, et je pense que c'est tout à fait normal, parce qu'il y avait quand même des informations alarmantes à travers les réseaux sociaux, surtout que c'était à un moment où nous n'avions pas une connaissance exacte de ce virus, de cette affection. Donc au départ, il y avait quand même beaucoup de réactions de peur, il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Alors, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de temps a passé. Alors, pour autant, est-ce à dire que ces réactions ont pu s'estomper ou bien ont évolué d'une certaine façon? Oui. Alors, c'est vrai, les réactions de peur ont dû évoluer. On a quand même moins de peur, parce qu'au départ, on parlait de peur panique, on parlait de psychose. Je pense qu'actuellement, ce qu'on ressent au sein de la population, c'est beaucoup d'inquiétude, et puis le sentiment d'incertitude est quand même palpable. Parce que quand on essaie d'analyser les chiffres de ces 2 dernières semaines, de ce mois, voire de ces 2 derniers mois, les gens se posent la question, mais la situation va évoluer jusqu'à quand? Et quand on se pose de telles questions, c'est tout à fait naturel que les gens soient inquiets et nourrissent un sentiment d'incertitude par rapport à l'avenir. Alors, l'économie, ça parlait, et là, vous voyez qu'il y a une corrélation. Alors, si sur le plan économique, les dégâts sont importants, psychologiquement, les gens seront sérieusement impactés. Oui. Parce que, au-delà des répercussions liées strictement au virus et à la pandémie, il y a le fait que nous vivons quotidiennement. Et lorsque les difficultés économiques deviennent très énormes, l'inquiétude va sérieusement monter au sein des ménages, et cela n'est pas bien sur le plan psychologique. Donc cela va entraîner beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et d'autres réactions émotionnelles qui peuvent se compliquer lorsqu'elles durent en des troubles psychologiques et même psychiatriques. Donc c'est pour dire que, quand nous essayons de discuter avec les gens,
l'inquiétude, elle est là. L'inquiétude est là. Certaines personnes ont toujours peur. Mais nous avons tous peur, parce que peur de quoi? Enfin, peur d'être contaminés. Oui. Voilà pourquoi, enfin, cela nous amène à toujours nous rappeler qu'il faut porter son masque, il faut toujours observer un certain nombre de mesures. Voilà, donc l'élément que je voudrais ajouter, c'est que ces répercussions sont variables. Voilà, donc les individus ne réagissent pas de la même façon. Voilà, donc au moment où certaines personnes dégagent quand même plus ou moins de la sérénité, il y a quand même d'autres qui sont affolées, d'autres qui sont très anxieuses, très inquiètes. Voilà, et surtout lorsque les gens essaient d'établir une corrélation entre le fait d'être à risque et l'infection même, donc c'est quand même ça comme ça. Agit sur le mental. Oui, donc nous sommes stressés, c'est nous tous, hein, nous sommes inquiets. Nous sommes très inquiets. D'accord. Et notre souhait, c'est que la situation soit très vite sous contrôle. Voilà. Il faudrait que cette courbe-là fléchisse suffisamment pour que sur le plan économique, tout se passe bien, sur le plan social, tout se passe bien, et que psychologiquement, nous nous sentons en pleine forme. Voilà. Parce que franchement, tout est lié. L'être humain vit dans un environnement social. Quand l'environnement social est détérioré, l'impact se ressent sur le plan psychologique. Le corps souffre, le psychisme souffre, hein, et puis sur le plan social, on souffre, et finalement, quand il y a ce cumul de souffrance, on voit qu'à un moment donné, nous pouvons péter les plombs. Voilà. Les personnes les plus fragiles risquent de péter les plombs. Voilà. Et présenter même des cas de pathologie mentale. Et nous ne le souhaitons pas. Nous ne le souhaitons pas. Et tout à l'heure, docteur, vous allez nous dire peut-être les comportements à adopter. Oui. Mais docteur Dadjo, en tant que médecin du travail, depuis le début de cette pandémie, est-ce que les gens sont arrivés chez vous avec des pathologies, mais que vous jugez plus psychologiques que clinique, enfin, je ne sais pas si j'emploie le terme. Somatique. Voilà. Oui, Madame Anita, je crois que le nombre de consultations pour prise en charge psychologique au niveau de la cellule de prise en charge psychologique de la Direction générale du travail a observé une hausse de consultants par rapport à cet effet. Et quand je reviens sur l'intervention du professeur Kochoro pour parler de l'impact sur l'État, sur l'entreprise et sur l'individu, alors dans la définition de la santé de l'OMS, qui dit état de complet bien-être physique, mental et social, nous en santé au travail, nous ajoutons économique, parce que quand la poche est vide, ça agit sur le mental. Quand vous êtes... bon, disons que vous vous dites que vous avez de l'argent, mais quand votre poche est vide, ça agit sur votre mental. Vous êtes malade. Donc, dans cette situation de Covid-19, l'impact de cette maladie sur l'économie a fait agir aussi sur le mental du travailleur. Et ce travailleur, donc, qui est stressé, comme il a dit, qui a peur, qui peut-être va augmenter le taux d'accident dans les entreprises, c'est un surcoût de prise en charge pour l'employeur, alors que déjà l'argent est déjà insuffisant pour la prise en charge. On met déjà beaucoup de sous pour les équipements de protection individuelle à la charge de l'employeur. Donc, vous voyez, donc il y a beaucoup d'effets par ricochet qui tombent sur le travailleur, sur le mental du travailleur, qui fait qu'il y aura beaucoup d'effets donc, sur sa santé. Alors, la deuxième chose, c'est que le travailleur n'étant pas à temps plein au service, n'aura pas les avantages, les autres avantages liés aux heures supplémentaires. Par exemple, on a fait des rotations dans certaines entreprises où on a mis des gens en congé prématurément, parce que si vous aviez un congé, vous allez en congé, mais quand vous n'avez pas un congé, on vous met en congé. On a diminué les effectifs, on a diminué le temps de travail. Donc, cette perte de gain au niveau de l'entreprise va avoir des effets sur les travailleurs et par ricochet donc sur la santé
et le mental du travailleur. Donc voilà. Professeur Couchoro, bon, je ne dis pas que je vous mets dans la peau d'un patient, mais bon, du Togolais lambda quand même. Mais la crise, comment vous la gérez? Comment parce que tout à l'heure, Dr Kalina a parlé de ceux qui ont peur, ceux qui sont anxieux, ceux qui sont nerveux. Alors vous vous placez dans quelle catégorie? Ben, écoutez, bon, ça va être difficile pour moi de me classer, voilà, dans la mesure où je ne peux pas danser et m'apprécier à la fois. Mais quand même, il faut dire qu'il y a cette peur-là, parce que nous, l'environnement dans lequel on travaille nous expose à plusieurs situations où je prends tout seul ma faculté, où on gère plus de 15 000 étudiants à gérer, avec la programmation des cours, avec du personnel aussi à gérer. Vous recevez des gens dans votre bureau pour gérer tout ça. Donc, cette peur, en fait, ça, quelque part, ça aide aussi pour pouvoir se souvenir toujours, se rappeler qu'il y a les mesures barrières à adopter. C'est pour cela qu'à l'université, dans nos facultés différentes, on a mis en place tout ce qu'il y a comme dispositif pour se laver les mains, les gels et autres, là, c'est dans tous les bureaux, vous y entrez, on vous demande de vous servir, tout le monde porte les cache-nez, etc. Donc c'est des mesures, même c'est ces peurs-là qui réveillent en nous la nécessité d'être, en fait, pour qu'il y ait ces mesures de garde, de veille, pour qu'on ne il n'y a pas, comment vous l'appelez là, de relâchement. Et donc cette peur, quelque part, n'est pas mauvaise en soi. Ça permet aussi de ne pas avoir ces relâchements-là. Et donc, je dirais que, en tout cas pour le moment, on est serein, mais tout en étant prudent. Voilà. Alors, docteur Kalina, on a vu un peu, disons, ce que la crise engendre sur le psychique, sur le mental, mais quel comportement il faudrait adopter? Quel comportement les Togolais devraient adopter, en plus du respect, de cette peur qui éveille le respect, mais pour que peut-être on soit plus en bonne santé mentalement? Quels sont les comportements qu'il faudrait adopter? Alors merci. Avant de répondre précisément à votre question, je voudrais ajouter le fait que lorsque les gens sont exposés au stress et à l'anxiété dans la durée, ça crée aussi d'autres problèmes somatiques. Voilà, donc lui, en tant que médecin du travail, il est bien placé pour comprendre ce que je suis en train de dire. Donc ça veut dire que vous voyez, il y a de ces relations-là entre toutes les composantes de l'être humain, de sorte que lorsque l'une d'entre elles est affectée, les répercussions se font sentir sur les autres aspects. Donc c'est très important pour commencer. Il faut dire que nous devons faire tout l'effort nécessaire pour gérer tant que faire se peut le stress. Il faudrait que nous puissions gérer le stress. Alors comment le faire? Alors pour gérer le stress et les autres réactions émotionnelles, le premier élément est de chercher à connaître la source du stress, ou bien de ce truc. Qu'est-ce qui crée à l'individu l'anxiété, le stress et les autres réactions émotionnelles? Alors donc, dans ce contexte-ci de pandémie, c'est vrai que l'exposition continue à des informations qui contiennent une dose importante d'émotions sont sources de stress, notamment les informations qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux, où personne n'a la possibilité de contrôler la qualité du contenu et un certain nombre de choses. Donc, ce que nous conseillons aux gens, c'est de limiter leur exposition à de telles sources d'informations. Alors, est-ce pour autant dire que les individus ne doivent pas s'informer? Ce n'est pas ce que nous voulons dire. Le message, c'est que les gens aillent chercher l'information auprès des sources fiables. Et puis, chercher l'information utile. S'exposer le plus longtemps possible à des informations alarmantes sur Covid-19 est de nature à nous stresser, à nous rendre anxieux, et cela n'est pas toujours une bonne chose. Alors, l'autre élément, c'est que ceux qui ont la possibilité de le faire peuvent pratiquer des exercices de relaxation. L'exercice de relaxation, c'est vrai que ça demande parfois un cadre, mais chacun pourra à son niveau créer ce cadre.
Et quand nous parlons d'exercices de relaxation, ça peut être des exercices de respiration profonde, des exercices de contraction musculaire progressive, ou bien ce qu'on appelle souvent la pleine conscience, où les gens se focalisent sur un certain nombre de choses. C'est vrai que ce que je dis est un peu technique pour beaucoup de personnes. Maintenant, celles qui ont la possibilité, ou bien celles qui sont habituées aux outils novateurs de communication, ont la possibilité de télécharger un certain nombre d'applications, ou bien de visiter des programmes qui sont d'accès libre sur Internet, pour pouvoir suivre. Il y a de ces programmes qui décrivent les différentes étapes à suivre, par exemple, une relaxation. Voilà, donc c'est l'autre élément. Alors, ce que je vais encore ajouter est que c'est vrai que au même moment où nous sommes en difficulté, ça nécessite que nous puissions avoir une alimentation équilibrée. Et là, j'ai mis le pied dans le jardin du docteur Dayo. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que nous partageons en commun. Donc, ouais, ça paraît paradoxal, mais on n'a pas assez de ressources, mais il faut bien manger et manger équilibré. Parce qu'il a bien dit, si les gens ne mangent pas équilibré, les gens ne mangent pas bien, cela va impacter leur immunité. Or, un corps déjà faible ne pourra pas résister au choc provoqué par ce virus. Vous voyez, donc tout est lié, mais nous allons faire l'effort de manger équilibré. Et puis, faire des exercices physiques. C'est très important de faire des exercices physiques et avoir un sommeil de bonne qualité. C'est vrai que sous le fait du stress et de l'anxiété, finalement notre sommeil est perturbé. Vous voyez, notre sommeil est perturbé. Mais avec la relaxation... Ça pourra aller. Avec la relaxation, ça pourra aller. Et puis, n'oublions pas le rôle positif que jouent les relations sociales. Trouver toujours des moyens pour entretenir de bonnes relations avec les personnes qui nous sont chères, les personnes qui nous apportent du réconfort. C'est vrai qu'on dit distanciation sociale, mais elle est physique. Voilà. Donc, parce que il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on leur demande de se couper de leur relation sociale. Mais c'est, vous voyez, cette proximité physique-là, qui est source de contamination, là qu'on nous demande de vraiment d'éviter. Mais nous avons plusieurs façons de pouvoir être toujours en contact avec nos amis, notre cercle d'amis, nos collègues, toutes les façons des personnes qui peuvent nous ressourcer. Parce que n'oublions pas qu'en cas de difficulté, il y a des personnes qui sont là, qui peuvent nous apporter du réconfort. Et quand, c'est vrai, nous n'allons pas tout citer, mais quand finalement on n'arrive pas à gérer soi-même ces difficultés-là, si elles deviennent difficiles parce que finalement elles nous paralysent, elles nous perturbent dans notre fonctionnement quotidien, il est préférable de s'attacher ou bien de pouvoir solliciter, voilà le mot que je cherche, de solliciter les services des professionnels. Voilà, donc c'est important. Donc, il y a ce que nous pouvons faire individuellement, nous-mêmes, mais où nous sommes toujours à l'écoute de notre corps, de notre corps. Au moment où on se rend compte que malgré nos efforts, ça ne marche pas, il y a les gens, il y a des professionnels qui sont là pour nous aider, pour nous apporter du réconfort, ou bien pour nous accompagner sur cette recherche sur ce chemin de recherche de solutions. Voilà, donc je sais que les autres collègues aussi ont des éléments complétés. Mais oui. Voilà, oui. Docteur Dadio, alors à votre niveau, lorsque disons, les travailleurs viennent vous voir et tout, quels sont les conseils que vous leur donnez en cette période-là? Alors peut-être reprendre un peu ce que Dr Kalina a dit, mais en disant qu'il faut beaucoup se reposer. Il faut travailler en équilibre avec la programmation des activités que nous avons prévues. Il ne faut pas faire ce qu'on n'a pas prévu. Donc, si vous faites ce qu'on n'a pas prévu, c'est que vous faites des activités d'une autre période qui vont faire que vous aurez soit de la fatigue ou du stress. Donc, programmer des activités, bien se reposer. Bien se reposer, programmer les activités. Et puis, la deuxième chose, dès que vous vous sentez débordé, allez discuter avec les spécialistes, que sont les psychologues du travail, ou même s'il n'y a pas de psychologue du travail dans votre entreprise, si vous avez un médecin du travail,
il pourra quand même vous aider à gérer le stress pour vous-même, et puis il vous prodiguera des conseils pour pouvoir aller au bout de ce stress. Voilà. Alors, docteur Kalina, oui. Sur ce point, avant que vous nous passiez la parole, si c'est nécessaire. Voilà, donc, généralement, sous l'effet du stress, de l'anxiété, d'autres choses, il y a des gens qui sont enclins à recourir aux boissons alcoolisées. De façon générale, on parle de façon générale, on parle de substances psychoactives. Donc, la drogue, l'alcool, le tabac, tout ce que vous voulez là. Ça, c'est vrai. Sur le moment, on peut avoir des avantages. C'est-à-dire qu'on peut se sentir relaxé, mais c'est dangereux parce que, étant donné que la pandémie nous expose à une situation où probablement le stress ne s'arrêtera pas demain, lorsque nous utilisons ces substances pour nous calmer ou bien pour retrouver du confort, la conséquence c'est que nous risquons d'en être dépendants. Et quand nous devenons dépendants de ces substances, ça c'est un autre problème que nous sommes en train de créer. Un problème sérieux de santé mentale que nous sommes en train de créer. Donc, au lieu d'utiliser ces substances comme des leviers pour se réconforter, il est préférable de tenter de gérer et surtout de recourir au service d'un professionnel en la matière ou bien d'une personne bienveillante de son entourage pour ne pas glisser à ce niveau, parce que là, les conséquences sont encore plus dramatiques. C'est un autre niveau. Ah oui, bien sûr. Alors, professeur Kalina, docteur Kalina, dites-moi, est-ce qu'au niveau du Togo, quand même, vu que nous parlons des répercussions sur le plan psychique et tout, est-ce qu'il y a, le Togo a prévu quand même une prise en charge psychologique de toutes ces personnes qui voudraient bien, parce que nous tous nous subissons la maladie, mais nous n'avons pas la même façon de réagir. Alors pour ceux qui auront besoin d'un suivi, d'un soutien psychologique, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Oui, il y a quelque chose qui est prévu, bien évidemment. Alors, au niveau du comité, enfin, je ne suis pas le représentant du comité national de gestion. Alors, il y a un sous-comité d'accompagnement psychosocial. Alors, donc, ce sous-comité a déjà fait du travail en élaborant un certain nombre de stratégies à mettre en œuvre et aller encore plus loin en réalisant un sondage auprès surtout des patients et des personnes qui sont mises en quarantaine pour évaluer leurs besoins psychosociaux. Voilà, donc le rapport est rédigé et est déposé sur la table du comité. Donc c'est pour dire que dans les jours à venir, il y aura des actions fortes, ou bien nous nous attendons à des actions fortes pour que le volet psychosocial soit pris en charge, soit mis en œuvre de façon très étendue. Voilà. À part cela, sur le plan purement psychologique, il y a un accompagnement psychologique qui se fait au niveau du CHR de nos communes et qui est transformé pour l'occasion en un centre de prise en charge des personnes qui ont la Covid. Donc, j'ai un collègue là-bas. En fait, lui, il est fonctionnaire là-bas. Et maintenant que le centre est transformé en truc de prise en charge de Covid, il est là pour accompagner psychologiquement les patients. Mais il y a un mais, parce que la nature même de cette affection fait que l'accompagnement se fait par téléphone. Ça se fait pour le moment par téléphone, parce que là, ce n'est pas toujours évident. Mais les réflexions sont toujours en cours pour voir dans quelle mesure améliorer cet accompagnement. Alors, qu'est-ce qui est prévu ensuite? C'est de pouvoir accompagner psychologiquement les personnes qui sont mises en quarantaine, comme je l'ai dit, parce que la mise en quarantaine éprouve psychologiquement et émotionnellement les gens. Il suffit de discuter avec les personnes pour se rendre compte que, en réalité, ce mot est chargé émotionnellement. Quand on parle de confinement, bien de mise en quarantaine. Voilà, les gens ne supportent pas du tout cette mise en quarantaine.
Et il faut aussi accompagner... Les soutenir. Oui, accompagner les familles qui sont endeuillées pour cause de Covid. Et là, vous voyez, ce sont des actions de grande envergure qui doivent se déployer au sein de la population. Là, j'ai circonscrit les personnes qui sont, ou bien les groupes qui sont directement affectés par le virus. Maintenant, pour la population en général. Pour la population en général, la solution, ce sont des lignes d'écoute psychologique. C'est ce qu'on peut faire. Oui. Voilà, pour que si quelqu'un éprouve le besoin, il puisse, au bout du fil, trouver un certain nombre de réponses à ses préoccupations. Et fort heureusement, le SYNFOT, qui est le syndicat des praticiens hospitaliers du Togo, a mis sur pied une ligne d'écoute psychologique. Parce qu'au sein du SYNFOT, il y a aussi l'association des psychologues cliniciens hospitaliers. Alors donc, quand j'ai l'occasion d'échanger avec mes collègues, c'est vrai qu'au départ, il y avait beaucoup de sollicitations, mais ces derniers temps, je pense que ce n'est pas tellement le cas. Et comme le disait le professeur, maintenant il faut chercher à comprendre ce qui se passe. Voilà, donc toujours chercher, quand on trouve des réponses à la question pourquoi, ça permet de toujours ajuster les stratégies et un certain nombre de choses. Est-ce que c'est parce que les gens n'ont plus suffisamment peur? Est-ce que les gens sont suffisamment informés sur cette affection? Ou bien il y a autre raison? Parce que les gens s'en foutent carrément. S'en foutent, ben, c'est vrai il y a un certain relâchement. Et puis, mais il n'empêche de chercher à toujours comprendre ce qui se passe, et ajuster toujours au fur et à mesure les stratégies. Donc c'est pour dire que beaucoup de choses sont prévues. Et elles se mettent progressivement en place. Et le souhait, c'est que des actions de grande envergure soient déployées pour que toutes les personnes qui éprouvent le besoin soient satisfaites. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce débat. Mais avant de vous donner la parole pour votre mot de fin, professeur Kouchoro, j'ai compris que vous êtes membre de la commission ad hoc au niveau de l'université de Lomé, de même que Dr Kalina. Alors dites-nous, nous avons, disons, suivi tous les résultats ou bien le rapport des travaux menés par cette commission il y a quelques semaines déjà. Alors, disons, où en êtes-vous aujourd'hui? Où en sont les travaux? Ça continue? Oui, bien sûr, nous travaillons tout le temps, nous sommes en contact tout le temps, toujours pour répondre aux besoins de la situation, où une équipe pluridisciplinaire a été mise en place afin d'avoir un regard un peu multidimensionnel de la situation. Et donc, je crois que concernant les moyens d'un point de vue santé pour faire face à la situation, des démarches ont été menées jusqu'à un certain point et nous espérons que nous serons soutenus financièrement. Et ce que moi je pense, ce qui fait que les Occidentaux sont beaucoup plus en avance chez nous, c'est qu'ils voient très loin, ils voient dans l'avenir et ils ne sont pas dans ce que nous appelons le court-termiste. Je pense que l'investissement dans les recherches est toujours porteur pour l'avenir. Et la commission ou les commissions pour répondre au problème de la Covid-19 aujourd'hui méritent d'être soutenues, surtout à l'université. Les scientifiques méritent d'être soutenus. Le fait que nous ne soyons pas soutenus fait que nous sommes très en retard par rapport aux autres, les autres qui mettent les moyens financiers nécessaires. Et c'est des investissements qui rapportent. Ça rapporte d'un point de vue financier, ça rapporte d'un point de vue social, ça rapporte sur plusieurs domaines. Et donc, nous exhortons tous les Togolais. Il n'y a pas que le gouvernement qui doit intervenir. Il intervient sur tous les points. Et donc, nous en appelons donc à l'action des bonnes volontés pour nous soutenir dans ce domaine-là. Et cela ne peut que contribuer d'abord à l'avancée de la connaissance au Togo et à l'avancée au rayonnement du Togo de par le monde. Vous devez savoir que
Il est souvent dit que nous consommons ce qui vient de l'extérieur. Ce que nous enseignons aujourd'hui à nos étudiants, c'est les connaissances passées, c'est les résultats des connaissances des recherches passées. Qu'est-ce que nous aurons à transmettre à cette génération future si nous ne trouvons pas de nouvelles choses à leur transmettre afin de faire face à l'avenir? Donc il y a nécessité aujourd'hui à aider l'université, toutes les universités et les recherches dans les universités pour qu'on puisse avancer. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous, chers invités. Alors, avant de partir, nous avons, disons, durant près d'une heure, essayé de faire ressortir les conséquences, les conséquences économiques, psychologiques de cette pandémie sur le Togo, les Togolais. Mais avant de partir, si vous avez peut-être un conseil, un mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, docteur Dadjo, votre mot de fin. Alors, je dis merci à la TVT. Un grand merci aussi à l'exécutif togolais qui se débat beaucoup pour que la pandémie soit derrière nous. Je voudrais spécialement m'adresser au personnel médical qui font déjà un sacré boulot pour la prise en charge. Et je me dis que nous devons nous entraider, surtout pour la prise en charge psychologique. Hein, le personnel médical ne doit pas être oublié. C'est vrai que nous sommes ensemble, on se dit, on est médecin, on est psychologue, mais il faudrait que chaque spécialité puisse aider le personnel médical à pouvoir affronter la maladie, qui n'est pas encore partie. Donc vraiment, nous devons observer les mesures barrières pour que la maladie s'éloigne de nous. Merci. Merci beaucoup, docteur Soukouna Dadjo, médecin inspecteur du travail à la Direction générale du travail. Alors, docteur Kalina, votre mot de fin. Alors, je voudrais vous remercier pour cette émission et à travers vous, la direction de la TVT qui nous a donné l'occasion de revenir sur un certain nombre d'éléments par rapport à cette pandémie. Maintenant, à l'endroit de la population et de nous tous, ce que je voudrais dire, c'est bon, la Covid-19 n'est pas une fatalité. N'est pas une fatalité. Nous avons la possibilité de faire face à cette affection, à cette pandémie. Alors donc, ça veut dire que nous avons un rôle à jouer. En tant qu'individus, nous devons faire tout l'effort nécessaire pour observer scrupuleusement les mesures qui sont prescrites. En le faisant, c'est pour notre propre bien, c'est pour notre propre santé, et ça permet de protéger aussi les autres personnes que nous aimons tant. Vous voyez, que nous aimons tant, et au-delà, c'est toute la nation que nous sommes en train de protéger. Voilà, donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, ça nécessite du temps, ça nécessite des efforts, mais nous ne devons pas abdiquer. Nous devons toujours continuer à travailler et faire en sorte que ces mesures-là, nous devons faire en sorte de nous approprier ces mesures pour qu'elles puissent désormais faire partie de nos habitudes, parce que pour le moment, nous ne connaissons pas la fin de cette pandémie. Et collectivement, nous devons faire l'effort pour que cette chaîne de transmission que nous sommes en train d'observer, qui est en train de nous inquiéter, puisse être très rapidement cassée et nous mettre ainsi à l'abri des conséquences plus graves de cette affection. D'accord. Merci beaucoup, docteur Kaka Kalina. Je rappelle donc que vous êtes psychologue, clinicien, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Professeur Kouchoro, votre mot de fin. Oui, je voudrais rejoindre mes collègues sur le plateau en disant que, premièrement, mes premiers mots vont au personnel de santé. Ils sont au front. Et on est comme à la guerre et ils se sont sacrifiés pour nous. Et ils méritent d'être félicités, ils méritent d'être fortement encouragés malgré les moyens relativement faibles qui sont à leur disposition. Je crois que des actions doivent être menées davantage. Dans d'autres pays, à minuit ou à midi, tout s'arrête juste pour gongonner, pour le montrer la reconnaissance de la population à leur endroit. Je crois que des mesures comme ça doivent être initiées dans nos pays pour encourager ce personnel-là qui est au front pour nous protéger. Bien sûr, le gouvernement également est encouragé et a félicité dans ce sens. La population, même si
quelque part, remarque un certain relâchement. Elle est aussi à encourager, mais fortement, nous recommandons à la population de respecter les mesures barrières. Parce que si on prend le cas de ceux qui ne veulent pas respecter, qui font comme si, qui font fi, comme si de rien n'était, si c'est qu'ils se mettaient seulement en danger, on ne va pas se préoccuper d'eux. Mais ce faisant, ils mettent aussi les autres en danger. Ceux qui prennent des mesures pour se protéger, ils les mettent en danger. Donc on en appelle donc à leur responsabilité de ne pas mettre les autres en danger en respectant les mesures barrières recommandées par l'État. Et donc, nous nous souhaitons bonne chance et que le meilleur reste à venir. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle donc Maouli Kouchoro, agrégé d'économie, premier vice-doyen à la FASEG, à l'université de Lomé. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez encore compris pourquoi il faut se protéger, pourquoi il est impératif que nous protégions, parce que se protéger, c'est se protéger soi-même d'abord, mais protéger les autres contre cette maladie. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème ou le même thème au cœur de la nation. Bonsoir.